Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Chroniques européennes. Ce mois-ci, nous accueillons Madame Leïla Chaibi. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Chaibi, vous êtes députée, eurodéputée française, élue en 2019 au Parlement européen. Vous êtes membre du groupe de la gauche et faites partie de la Commission de l'emploi et des affaires sociales, de la Commission des affaires constitutionnelles également. Votre engagement politique, il a été marqué d'abord par des années de militantisme avant de rejoindre la politique. Parmi ces luttes associatives, vous êtes engagé notamment contre la précarité dans le collectif Génération Précaire, qui luttait contre l'abus des stages. Vous avez fondé le collectif L'Appel et la Pioche pour vous élever contre la baisse du pouvoir d'achat et les marges excessives de la grande distribution. On en reparlera dans l'émission. Et vous avez fait également partie du collectif Jeudi Noir, actif, on le sait, dans le secteur de l'immobilier pour défendre l'accès de tous à des logements décents. Après ces expériences militantes, vous êtes donc engagé en politique, d'abord au NPA et maintenant au Parti de gauche, qui est un parti affilié à la France Insoumise. Madame Chaibi, on voit beaucoup actuellement des hommes politiques ou des femmes politiques qui s'engagent, qui passent de la sphère politique à la sphère associative. Vous avez fait le choix inverse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce changement? Est-ce qu'on est plus utile dans l'un ou dans l'autre? On a besoin des deux autres Je crois qu'il faut marcher sur les deux jambes, en fait, et que l'un n'est pas supérieur à l'autre. Mais c'est vrai que moi, effectivement, j'ai commencé à militer dans la lutte contre la précarité, pour le droit au logement, dans des collectifs où on se retrouvait sur des thèmes. Que ce soit le droit de tous les jeunes à avoir un travail normal quand ils ont fini leurs études, quand ils arrivent sur le marché du travail. Le droit d'avoir un logement une fois qu'on a un travail. Et en fait, on se réunissait avec des gens qui ne votaient pas forcément de la même manière. Mais au bout d'un moment, après des années d'action où on a obtenu des victoires, avec le collectif Jeudi Noir, on a logé des gens dans des immeubles vides. Mais pour autant, au niveau des retours politiques, quand vous avez rendez-vous avec les décideurs, vous arrivez avec des propositions de loi. Certaines coûtent de l'argent, certaines ne coûtent pas d'argent. Et vous avez l'impression de vous retrouver face à un mur, en fait. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait, en fait, qu'on arrive à faire des actions concrètes, on est médiatisé, on arrive à sensibiliser, ça marche, mais dès que on est sur le terrain des retours politiques, de comment on change la loi, en fait, pour donner à tous et toutes un logement ou un emploi, et bien là, il y a un blocage en face. Et si on n'intervient pas sur le terrain politique aussi, toutes nos revendications, elles ne peuvent pas déboucher et se concrétiser. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai fait le choix, tout en continuant dans l'action associative, de m'engager sur le terrain politique pour donner un débouché et changer la loi, en fait, et changer, au-delà des actions concrètes, le système du mal-logement et du marché de l'emploi. Et à tous les jeunes qui estiment parfois, qui rechignent, on le voit, les adhésions des jeunes dans les partis politiques sont en chute libre. Ça, depuis des années, de toute façon, c'était pas brillant. Beaucoup préfèrent s'engager dans l'associatif. Vous leur dites, réfléchissez quand même. Je leur dis, je vous comprends, parce que c'est vrai que l'engagement associatif c'est plus souple, il y a un côté thématique plus concret. Mais je leur dis, engagez-vous dans ces partis, ne laissez pas les vieux, ceux qui ont toujours eu le pouvoir dans ces organisations politiques. Il y en a plein comme ça, ici au Parlement à Bruxelles. Au départ, quand on arrive, d'ailleurs, on a un petit peu, souvent, surtout, en plus, quelque chose qui touche plus les femmes peut-être, un espèce de syndrome de l'imposteur, où on arrive, moi c'est mon premier mandat, c'est la première fois que je suis élue. J'ai été élue en 2019, vous arrivez, déjà vous mettez du temps à comprendre un peu comment tout se passe. Vous avez l'impression que les autres sont plus intelligents ou plus à l'aise. En fait, vite fait, une fois que vous comprenez comment ça se passe, finalement, vous décomplexez beaucoup. Et on se rend compte qu'il y a besoin, au contraire, il y a besoin de jeunesse, il y a besoin d'expériences associatives dans le terrain politique. Il y a besoin de tout ça pour ramener, en fait, le politique à la réalité. Parce que sinon, on a quoi? On a une classe d'hommes et de femmes politiques qui se professionnalisent, qui est déconnectée du réel et des gens qui sont censés représenter. Donc vraiment, moi, j'invite les jeunes à faire le pas, s'engager pas forcément dans vos partis, mais dans les mouvements politiques pour justement être représentés. Eh bien, merci. Alors, avant d'évoquer les sujets sur lesquels vous travaillez, notamment ici au Parlement européen, je voudrais vous faire réagir, Madame Chaibi, sur deux aspects de l'actualité européenne du moment. La première actualité, peut-être sur laquelle je veux vous proposer de revenir, c'est les images affreuses qu'on voit de la frontière polono-bélarusse. Alexandre Loukachenko, le dictateur biélorusse au pouvoir depuis 1994, nous a habitués à beaucoup, mais là, instrumentaliser la question migratoire
pour essayer de déstabiliser l'Europe. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Comment est-ce que vous pensez que l'Union peut réagir et devrait réagir? D'abord, vous avez raison, ces images, elles sont affreuses, hein, elles sont scandaleuses et choquantes. Et moi, je suis choquée, d'ailleurs, que, vous savez, en France, en ce moment, on est en période de pré-campagne présidentielle. Cette histoire-là est instrumentalisée par l'extrême droite, qui vont expliquer, il y a une espèce de droitisation dans le débat public, où on a eu des dirigeants d'extrême droite qui expliquent qu'en fait, il faut les laisser mourir dans le froid, en fait, ces migrants. Je crois que là, d'abord, bon, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a clairement une instrumentalisation de la part de la Biélorussie, hein, qui cherche à fragiliser, à déstabiliser l'Union européenne, donc en faisant passer les migrants vers la Pologne. Et donc ça, il faut que l'Union européenne prenne des sanctions à moyen terme. C'est pas possible des sanctions, que ce soit d'ordre commercial, politique. Mais par ailleurs, en fait, au-delà des sanctions qui peuvent mettre un peu de temps, là, il y a une question d'urgence. Il y a des gens qui sont en train de crever, en train de mourir. Donc là, il faut permettre, là, dans l'urgence, dès demain, à l'aide alimentaire et aux journalistes de pouvoir aller là-bas, parce que pour l'instant, c'est une zone où on ne peut pas accéder, pour témoigner, pour raconter ce qui s'y passe et surtout pour leur apporter de quoi manger. Là, c'est la première urgence, l'urgence humanitaire. Et alors la deuxième actualité sur laquelle je voulais vous proposer de réagir, c'est évidemment la nouvelle COP qui se termine à Glasgow. Là aussi, il y a beaucoup de jeunes qui se disent, bon, ça fait beaucoup de COP, beaucoup de rassemblements qui d'ailleurs produisent beaucoup de CO2, beaucoup de paroles, beaucoup d'engagements, peu d'actions au final. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui n'y croient plus? Beaucoup de COP, oui, la 26e, là, bon, la 27e l'année prochaine en Égypte, ça fait beaucoup, et on a l'impression à chaque fois que c'est le moment où les dirigeants se réunissent pour faire beaucoup de blabla, pour reprendre le slogan des participants de la société civile, mais sans effet concret. Sauf que là, en fait, à la 20e ou la 21e ou la 22e, on pouvait encore se dire que encore du blabla, on attend l'an prochain. Sauf que là, on n'a plus le temps, en fait. Et il est vraiment temps de prendre des mesures pour la transition écologique. Et surtout, je crois qu'en plus, on est au sortir d'une pandémie, d'une crise sanitaire qui a eu des effets dramatiques d'un point de vue social, qui a augmenté les inégalités, qui a augmenté le nombre de personnes pauvres, augmenté le nombre de personnes en difficulté pour payer leur loyer, par exemple. Il y a urgence à mettre en place une transition écologique qui soit une transition sociale aussi. Et par exemple, une mesure comme ça qu'on pourrait mettre en œuvre, qui sera à la fois une mesure d'ordre social et d'ordre écologique, c'est la rénovation thermique des bâtiments et des logements. Hier, c'était la première journée contre la précarité énergétique en France. Et je crois qu'il y a des gens qui payent cher l'énergie, les factures d'électricité, les factures de gaz, parce qu'ils habitent dans des passoires thermiques, parce que c'est mal isolé. Ils payent cher, c'est dangereux parce qu'on chauffe le climat, en gros. Et avec la rénovation thermique, ça permettrait de réduire les factures d'électricité, de faire du bien au climat et en plus de créer des emplois dans le secteur du bâtiment. C'est un exemple, mais je pense qu'il faut avoir cet esprit de lier transition écologique et transition sociale. Et au Parlement européen, c'est bien emparé du sujet. Vous pensez qu'on est assez actif, mobilisé? Alors, on en parle beaucoup. Là, moi, je travaille en commission transport. Je suis chargée du suivi du Fonds social pour le climat. Le problème, c'est qu'au Parlement européen, dans l'Union européenne, moi, ce que je reproche, c'est que souvent, tout est basé sur un espèce de dogme du marché, de la concurrence. Et c'est dans le cadre du marché, en gros, comme on a cru pendant des années, même si ces dogmes sont remis en question, que le marché allait faire tomber du ciel la justice sociale. Et bien là, pareil, on se dit il faut forcément voir la transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique à l'aune des politiques de marché. Moi, je crois au contraire qu'il faut en sortir pour permettre la transition écologique. Et donc, le Fonds social pour le climat, il consiste à compenser les effets négatifs des mesures qui sont prises par l'Union européenne. Par exemple, il va y avoir une augmentation du prix de l'essence. On a décidé de faire rentrer le transport dans le marché carbone. C'est-à-dire que quand vous produisez trop de carbone, vous payez. En contrepartie, vous avez une amende. Sauf que du coup, ça va avoir un impact sur les gens qui vont devoir payer plus cher, notamment les gens qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Gilets jaunes en France qui étaient partis sur une revendication contre l'augmentation du prix de l'essence. Et donc, on se dit, tiens, pour compenser ça, on va mettre un peu de social, faire un petit chèque aux gens pour compenser le prix de l'essence. Je crois au contraire que l'argent du Fonds social pour le climat doit servir à financer des transports publics, par exemple, dans les zones où il n'y en a pas,
éventuellement de donner des chèques aux gens qui n'ont pas le choix d'autre choix que de payer leur voiture. Mais on ne peut pas se dire qu'on va faire des chèques pour payer des véhicules électriques sans penser à comment on revoit la consommation, comment on baisse notre consommation. On n'a plus le choix là. Donc la révolution écologique, elle doit être sociale. Oui, complètement, tout à fait. Ouais. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Madame Chaibi, je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, sur une question qui vous tient à cœur, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. C'est la législation européenne de protection des travailleurs des plateformes numériques, oui. Tout ce qui concerne l'ubérisation, on le voit, qui a fait beaucoup de dégâts. Vous avez fait voter un rapport en session plénière, c'était au mois de septembre, pour forcer les plateformes à appliquer une présomption de salariat aux travailleurs et travailleurs. Vous pouvez nous rappeler ce qu'il y avait comme idée force dans ce rapport que vous avez fait voter et nous expliquer un petit peu ce que signifie cette expression de présomption de salariat. Alors, donc, le Parlement européen n'a pas le droit d'initiative législative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire le premier jet des propositions législatives. C'est la Commission qui proposera en décembre sa proposition législative. Nous, on aura le droit de l'amender. Mais le Parlement européen, effectivement, a donné sa position sur la question en septembre. Sur quelle question ? On a des plateformes numériques qui se présentent officiellement comme des plateformes de mise en relation entre un travailleur indépendant et un client. Exemple les plus connus qu'on a vu partout dans nos rues pendant le confinement, pendant qu'on était tous chez nous. Vous aviez dans les rues les livreurs de repas à domicile qui continuaient de travailler sans protection sociale, dans une situation de précarité énorme. Chauffeurs VTC aussi, enfin LVC qu'on appelle ici. Donc des plateformes qui disent, nous on est des plateformes de mise en relation. Ce qui fait qu'on n'a pas appliqué le droit du travail, on travaille avec des indépendants. Sauf que, dans les faits, vous constatez que ces travailleurs-là, ils sont indépendants juste sur le papier. Dans les faits, ils ne choisissent pas leurs tarifs, ils ont une plateforme qui les sanctionne, qui les dirige, qui leur donne des ordres, donc c'est-à-dire tous les éléments du lien de subordination. Dans le marché du travail, qu'est-ce qu'on fait quand il y a le lien de subordination? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas esclave? C'est que, ok, vous donnez tant d'heures par jour à un patron, vous devez lui obéir, il peut vous sanctionner, mais en contrepartie, vous avez le droit du travail, vous avez la protection sociale. Donc, certes, vous n'avez pas la liberté d'un indépendant, l'autonomie, mais vous avez le droit du travail. L'employeur, s'il veut des gens sous ses ordres, il est obligé, en contrepartie, de donner le droit du travail. Ces plateformes-là, elles ont trouvé le moyen de s'exonérer complètement de leur responsabilité d'employeur en utilisant de façon frauduleuse le statut d'indépendant pour, en fait, ne pas avoir assumé leurs responsabilités. Donc, aujourd'hui, l'Union européenne légifère. Il y a deux possibilités. Ces plateformes-là, elles se sont dit, tiens, tous les juges en Europe nous disent que c'est illégal ce qu'on fait, qu'on devrait salarier les gens, ou alors on ne les salarie pas, mais dans ce cas-là, on arrête de fixer les tarifs. Enfin bref, soit on est indépendant, soit on est salarié. Et bien les plateformes, elles voudraient légaliser cette situation qui est illégale en créant un tiers statut entre le statut de salarié, et employé et le statut d'indépendant, qui aurait pour la plateforme les avantages des deux et pour le travailleur les inconvénients des deux statuts. Et nous, au contraire, on souhaite forcer les plateformes à respecter la loi, leur responsabilité d'employeur. Et donc, la présomption de salariat, qui est la position officielle maintenant du Parlement européen, qui est une sacrée avancée. Il y a un an, moi, je n'aurais pas cru qu'on irait jusque-là. La présomption de salariat, c'est quoi? C'est de dire que toute plateforme numérique de travail doit salarier les personnes avec qui elle travaille, et que ce n'est pas au travailleur de prouver qu'il est salarié, mais c'est à la plateforme. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez quelques travailleurs, pas tous, parce que quand on est précaire, il faut faire la démarche d'aller devant le juge, qui vont voir le juge à chaque fois, 3 fois sur 4, partout en Europe, dans tous les tribunaux d'Europe. Les juges disent, effectivement, plateforme, vous devez faire un chèque, vous devez salarier, il y a requalification en contrat de travail. Et donc la présomption de salariat, ce serait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont présumés salariés. Et si vraiment on a une plateforme qui fait vraiment juste de la mise en relation, style en France, on a un truc qui s'appelle Doctolib, qui met en relation les médecins avec les gens qui cherchent un médecin. Vous avez des graphistes, par exemple des freelances qui sont réellement indépendants, qui utilisent une plateforme pour se mettre en relation avec un client, mais après c'est eux qui choisissent les tarifs. Là, dans ce cas-là, pour ce genre de plateforme, c'est à la plateforme de prouver dès le début de la relation de travail que, regardez, en fait, j'exerce pas de lien de subordination, et ok, il reste indépendant. On n'est pas contre le statut d'indépendant, mais contre son utilisation frauduleuse. Et donc, ça éviterait de faire reposer la charge de la démarche juridique sur le travailleur plutôt que sur la plateforme. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans cette question, donc, c'est que d'abord, il y a une première urgence, répondre à la situation de précarité.
dans laquelle sont plongés les travailleurs des plateformes, concrètement. Mais en fait, il y a un enjeu plus large que ça. C'est parce que si, demain, on autorise des employeurs à avoir des gens sous leurs ordres sans assumer la contrepartie, moi, je suis le patron de Carrefour ou de n'importe quelle entreprise. Pourquoi je m'embêterais à avoir des salariés, des employés, si j'ai la possibilité d'avoir des travailleurs ubérisés à la tâche Et donc, ce qu'il y a derrière, c'est la casse de tout le droit du travail dans cette histoire et qu'on veut empêcher. On sait exactement combien ça concerne de personnes à l'échelle européenne pour l'instant? Ça concerne 24 millions de personnes pour les derniers chiffres pour 2017-2019, qui sont les chiffres 2017-2019. Il y a en fait tous ceux qui sont concernés directement, mais il y a tous ceux les secteurs qui commencent à être ubérisés. Là, par exemple, il y a une mobilisation de travailleurs de Monoprix en France. Monoprix, le magasin, a découvert que pendant le confinement, qu'ils pouvaient remplacer une partie de leurs salariés par des étudiants qui étaient inscrits sur une plateforme StaffMe, sous statut de micro-entrepreneur. Et en fait, en se disant, tiens, en fait, c'est pratique, je remplace mes agents de caisse par des étudiants payés à la tâche. Et on voit bien que c'est une tendance de fond derrière. C'est bien ça tout le danger. Sans parler de la question du management algorithmique. Aujourd'hui, vous avez des plateformes qui vous disent... c'est l'algorithme, en fait, qui décide. Sauf que sous prétexte que c'est un algorithme, l'algorithme est le nouveau vecteur du lien de subordination. L'algorithme qui est sur votre téléphone, c'est l'algorithme qui décide avec des règles complètement opaques actuellement. Si, par exemple, quand vous refusez les petites courses, on vous en donne des grosses. Ou à l'inverse, si vous refusez des petites, on va vous en donner que des petites. Tout ça, c'est des règles opaques. Pour reprendre les mots des chauffeurs VTC, ils ont l'impression de se sentir comme des Pokémon d'Uber. Vous voyez le jeu Pokémon, ils me disent, on a l'impression, chez Uber, ils sont dans leur bureau, ils s'amusent avec nous, en fait, comme on s'amuse avec des Pokémon. On ne sait pas pourquoi, quand il y a deux chauffeurs conducteurs l'un à côté de l'autre, moi, j'ai une proposition de course, le voisin, il en a d'autres. Est-ce que c'est parce que j'ai refusé les grosses courses? Est-ce que c'est parce que j'ai refusé les petites? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a bien un humain derrière qui décide, via l'algorithme, du lien de subordination, un lien de subordination qui est même supérieur au travail classique du XXe siècle. Parce que là, on peut vous virer, vous radier de la plateforme pour un oui, pour un non. Dans une entreprise, vous avez la capacité de négocier quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Là, non, c'est l'algorithme qui décide. Enfin, c'est via l'algorithme que sont décidées les règles de la subordination. Surtout qu'il n'y a pas de représentation syndicale, évidemment, dans ce contexte-là. Comme actuellement, ils sont considérés comme des travailleurs indépendants, même si dans la réalité, ils ne le sont pas indépendants. Il n'y a pas de représentation, donc il y a des collectifs qui se créent. Les syndicats qui ont mis du temps à s'occuper de cette question parce qu'ils disaient c'est les travailleurs indépendants, c'est l'entreprise, ça ne nous concerne pas, mais ils commencent à s'en emparer. Mais pour l'instant, il n'y a pas de structure officielle de représentation des salariés. Non. Alors qu'il devrait y avoir, vous voyez, dans le modèle classique de l'entreprise, vous avez des négociations annuelles, où vous avez régulièrement les patrons qui se mettent autour de la table avec les travailleurs pour négocier les règles. Il devrait y avoir, de la même manière, les patrons et les travailleurs, leurs représentants, qui se mettent autour de la table pour négocier les critères de l'algorithme. Et vous avez espoir que ça puisse changer à quel horizon si, admettons, la Commission européenne reprend vos recommandations? Alors, on espère, donc là, le 8 décembre, on attend avec impatience la proposition de la Commission européenne. Et on espère qu'elle va reprendre à la fois les préconisations du Parlement européen, concernant donc la présomption de salariat, mais également la transparence des algorithmes, qu'elle reprendra la position qui est celle de tous les juges partout en Europe, qui est également celle du gouvernement espagnol, qui a été le premier gouvernement État membre de l'Union européenne à légiférer dans ce sens-là, sans laisser aux juges le soin de dire le droit. Et donc, on sait que les lobbies d'Uber en face sont, comme souvent à l'Union européenne, assez puissants. Et on contrebalance avec un lobby, moi ce que j'appelle un lobby populaire, lobby citoyen, qui est la voix des travailleurs, qu'on a réuni il y a 2 semaines à Bruxelles. On a fait venir 100 travailleurs issus de 18 pays différents, 47 organisations, qui ont dit au commissaire à l'emploi et aux affaires sociales: on veut que la Commission européenne reprenne les préconisations du Parlement. Donc calendrier, 8 décembre, proposition de la Commission. Ensuite, plusieurs mois où on va travailler sur ce qu'on appelle le rapport législatif en Commission emploi, qui consiste donc à amender la proposition de la Commission. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les trilogues, donc les discussions entre les représentants des gouvernements et du Parlement. Donc on espère, ça met du temps, mais que
en septembre 2022, on aboutit à une proposition de directive validée. Qui pourrait véritablement changer beaucoup de choses. Que tous les États membres seront obligés d'appliquer. Et l'objectif, c'est que partout en Europe, les travailleurs des plateformes aient le même statut, les mêmes droits que n'importe quel travailleur, n'importe quel salarié, à partir du moment où ils travaillent pour une plateforme qui exerce un lien de subordination. Et oui, ça changera beaucoup de choses, ouais. Merci Madame Chevy. Alors il nous reste quelques minutes pour aborder un autre de vos combats qui est dans le prolongement de ce travail que vous menez contre l'ubérisation. C'est un travail que vous menez contre Amazon notamment et les entreprises du même type. Sur la base d'une étude indépendante, vous mettez en lumière le fait que pour un emploi de e-commerce créé par une grande entreprise telle Amazon, 6 sont détruits dans les petites entreprises. L'expansion du e-commerce aurait ainsi détruit 80 000 emplois en France, tout comme en Allemagne, et 44 000 en Espagne en 10 ans. Vous avez organisé récemment une audition européenne de travailleurs d'Amazon, justement. Quel bilan est-ce que vous tirez de ces auditions et puis quelles solutions vous préconisez? Oui, alors en résumé, en quelques minutes, Amazon fait partie de ces entreprises qui agissent comme des pieuvres tentaculaires en toute impunité, en piétinant les droits sociaux, les droits démocratiques, l'économie. Et en fait, le seul argument d'Amazon, ça va être on va créer de l'emploi. Quand ils arrivent avec un entrepôt, ils arrivent sur des zones souvent magnifiques, ils pourrissent l'environnement. Vous avez 200 camions qui passent dans la journée à l'endroit où des gens viennent de construire leur maison. Enfin, ils font de la concurrence aux commerces locaux parce que du coup, les gens ne vont plus dans les librairies de centre-ville, mais achètent sur Amazon. Et le seul argument, c'est on va créer de l'emploi. Et bien même cet argument, il est faux. Cet argument qui leur sert de chantage auprès des élus locaux, il ne tient pas parce que donc, les études désormais prouvent qu'à moyen terme, Amazon, c'est plus d'emplois détruits que d'emplois créés. En plus, ce sont des emplois de très mauvaise qualité. J'ai organisé des auditions de travailleurs d'Amazon à l'échelle internationale et effectivement, ils ne parlent pas la même langue, ils vous racontent tous la même chose. Tous comment on a une demi-heure de pause, et ben, le temps d'aller à votre salle de pause, ça met 10 minutes, le temps de revenir, 10 minutes, il vous reste que 10 minutes de pause. Comment tout est fait pour faire en sorte que les travailleurs ne se parlent pas, les gestes sont robotisés. Tout est fait pour piétiner les droits sociaux, empêcher toute forme d'organisation collective. Tout ça pourquoi pour que Jeff Bezos continue de s'en mettre plein les poches. On l'a convoqué en commission emploi affaires sociales, il a refusé de venir, il a refusé d'envoyer un représentant. Même Margaret Vestager, donc la commissaire à la concurrence, a fait un recours, une plainte contre Amazon, parce que même les règles qui sont censées leur servir, sur lesquelles je suis très critique, mais de la concurrence, ils ne les respectent pas. C'est-à-dire qu'on vous dit venez, commerçants, mettre vos produits sur la marketplace d'Amazon. Et en fait, comme ils sont à la fois hébergeurs et concurrents, ils vendent même des produits, ils volent les données. L'objectif d'Amazon, c'est de tout manger, l'économie, de tout. C'est des prédateurs, ces gens-là. Et donc, il y a urgence à réguler, aussi bien d'un point de vue social, d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, de leur faire comprendre que ces gens-là n'ont pas été élus, qu'il y a une démocratie. Et qui ne peuvent pas piétiner les droits sociaux et qui doivent respecter la loi. Et là, on est encore au degré zéro de la régulation face à Amazon? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire à la fois au niveau des États et au niveau de l'Union européenne. On n'est pas au niveau zéro parce que justement les travailleurs s'organisent, il y a des citoyens qui élèvent leur voix. Je pense qu'il y a une envie aussi, en parallèle du développement du e-commerce, il y a une envie de la part des consommateurs d'avoir une consommation éthique, de ne pas acheter des produits qui viennent qu'on fait le tour de la planète. Les consommateurs sont largement responsables aussi. Alors oui, mais donc c'est un débat, le boycott. Moi, je ne suis pas pour culpabiliser les consommateurs. Effectivement, c'est mieux de ne pas acheter sur Amazon. Moi, je n'achète pas de produits sur Amazon. Mais arrêtons de faire reposer la charge sur les consommateurs. Les responsables, c'est les politiques qui laissent faire Amazon. Il faut les réguler. S'ils ont droit, si les règles leur permettent d'exercer leur activité, à la limite, pourquoi ne pas en profiter? C'est à nous d'encadrer, de mettre des règles pour tout simplement qu'ils nous respectent. Eh bien, on reviendra en parler avec vous, Madame Leïla Chebib, de ces sujets sur lesquels vous travaillez depuis que vous avez été élue députée au Parlement européen en 2019. Je rappelle que vous êtes eurodéputée affiliée au groupe de la France Insoumise. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et d'être venue nous parler de tous ces combats. Merci à vous. Merci beaucoup.